Chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à votre rendez-vous musical Appassionato sur Radio Judaïka 90.2 FM, que vous pouvez également suivre en streaming sur notre site radiojudaïka.be. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui le pianiste Roger Muraro. Bonjour Roger. Bonjour, bonjour. Alors je résume votre parcours. Né à Lyon de parents vénitiens, vous entreprenez des études de saxophone avant de découvrir le piano en autodidacte. À 17 ans, vous intégrez la classe d'Yvonne Loriot au Conservatoire de Paris et faites la connaissance de son époux, le célèbre compositeur Olivier Messiaen. Vous vous imposez très tôt comme l'un des interprètes majeurs de son œuvre et lui consacrez en 2001 une intégrale de ses compositions pour piano seul, unanimement saluée. Étudiant plusieurs années avec Eliane Richepin, vous êtes lauréat des concours Franz Liszt de Parme et Tchaïkovski de Moscou. Accueilli dans les plus grandes salles du monde, vous collaborez avec les plus grands chefs d'orchestre comme Daniel Barenboim, Myung-Moon Chung, Marek Janowski, Zubin Mehta, Sir Simon Rattle, ainsi qu'avec les plus prestigieuses formations de Berlin, Paris, New York, Milan, Londres, Vienne ou Tokyo. Vos nombreux enregistrements de musique du XXe siècle, de Messiaen, Boulez, Bartók, Ives, entre autres, ont enrichi une discographie déjà très vaste consacrée à Rachmaninoff, Albéniz, Liszt, Chopin, Ravel ou Debussy. Je vous propose de débuter notre entretien avec les Jeux d'Aude à la Villa d'Est, tirés du deuxième volume des années de pèlerinage de Franz Liszt.
Les jeux d'eau à la Villa d'Est, tiré du deuxième volume des années de pèlerinage de Franz Liszt dans l'interprétation de notre invité Roger Muraro, un extrait d'un nouvel album paraissant chez Alpha Classique. Alors dites-nous Roger, venez-vous d'une famille de musiciens? Non, pas du tout. Il se trouve que, bon, tout d'abord, mais c'est peut-être, comment dire, une chose très convenue de dire qu'en Italie, tout le monde chante et tout le monde, vous voyez, bon, tout le peuple de la canzone, hein, mais mon père avait dû faire un tout petit peu de trompette dans sa jeunesse, voilà tout. Non, c'était plutôt des gens de la terre. À l'époque, en Italie, ils travaillaient à la ferme. Et puis les années après-guerre, évidemment, ont été très difficiles en Italie. Mes parents se sont installés dans la région de Lyon en 46, quelque chose comme ça, je crois, oui, c'est ça. Et puis moi, je suis né grande dizaine d'années après, ce qui fait que, bien, de l'Italie, je n'en conserve que le sang, je dirais, mais la culture est française. Et je regrette d'ailleurs, au fond, parce que mes parents, voulant s'intégrer le mieux possible et le plus rapidement possible, vous savez, ces gens qui venaient de l'étranger voulaient tout de suite s'accoutumer au pays d'accueil, à leur manière de faire. Je n'ai jamais entendu parler, mes parents, entendu parler italien à la maison. C'est un peu dommage parce que aujourd'hui, on incite les enfants à apprendre et à parler très rapidement plusieurs langues. Et jeunes, comment dire, on absorbe vite et très très tôt tout ça. Bon, bah, ça m'a manqué, que voulez-vous? Bon, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Et alors comment est-ce que la musique classique est rentrée dans votre Alors, elle vie? est tout à fait, je vais le dire, par le fait du hasard. La famille nombreuse, il fallait occuper les enfants le jour de la semaine où il n'y avait pas d'école. C'était le jeudi, à l'époque. Alors, comment dire, mon père avait vaguement essayé de m'inscrire au club de sport, l'équipe de foot du village, mais c'était complet. Bon, et c'est comme ça qu'il s'est dit, bon, ben, on va voir la musique. Et la musique, là, il y avait de la place, et j'ai commencé la musique par les moyens qui étaient offerts là-bas, hein. C'était une fanfare de village qui organisait sa petite école de musique. Cette fanfare pouvait proposer des instruments qu'elle prêtait aux jeunes enfants. Enfin, vous savez, il n'était pas question d'acheter un instrument de musique. Alors, ils nous prêtaient ça. Alors, voilà, j'ai tout de suite je fais mon choix d'un instrument qui m'amusait beaucoup parce que je trouve qu'il avait une jolie forme. Il était très à la mode à l'époque. Le clown, je le dis toujours, le clown Achille Zavata, je ne sais pas si vous le connaissez, enfin, faisait ses solos de saxophone très beaux. Alors, je voulais jouer cet instrument. Alors, j'ai commencé par le saxophone. C'est comme ça, dans cette petite fanfare de village. Mais je devais avoir 9 ans, 10 ans, voilà. Et puis c'est allé très vite. Le professeur de musique de cette école, de village, au fond, qui faisait tout, hein. Il donnait les cours de solfège, il faisait des cours de flûte, il donnait les cours de clarinette, des cours de saxophone, il faisait plusieurs instruments. Bon, c'était un peu la grande débrouille, si vous voulez. Il a tout de même constaté que j'allais assez vite, un peu plus vite que la moyenne. Il s'est dit, c'est pas normal ça, il faut peut-être orienter ce gamin vers un professeur un peu plus sérieux. Et il a eu la bonne idée, je crois, enfin, de prendre contact avec le professeur de saxophone du conservatoire de Lyon. Mon petit village était tout près de Lyon. Et c'est comme ça que ma foi, le contact était très bien. Je suis entré au conservatoire de Lyon à l'âge de 11 ans. À l'époque, c'était la toute première année, d'ailleurs, la création de ce qu'on appelle les classes à horaires aménagés, qui consistent en l'école d'enseignement général le matin, c'est les cours de géographie, de calcul, de tout ça, et l'après-midi uniquement réservé à la musique. C'était parfaitement ce qui me convenait.
Je suis donc entré là. Je dois dire qu'entre-temps, il y avait dans l'église de mon petit village un harmonium un peu essoufflé, mais sur lequel j'adorais mettre un doigt, deux doigts, enfin, euh, parce que j'avais besoin, j'avais besoin, au fond, d'entendre les accords, d'entendre la musique avec plusieurs notes simultanées, enfin, non pas ce qu'on appelle la monodie, c'est-à-dire un instrument qui joue un chant, simplement. Alors, entrant au conservatoire en classe de saxophone, dans ce conservatoire, où il y avait beaucoup, beaucoup de salles de cours, dans chacune des salles, il y avait un piano. Alors dès que j'avais quelques minutes entre les cours, pendant la récréation, quelquefois même pendant les déjeuners, parce que ça m'a même joué quelques tours, parce que je ne prenais pas le temps de déjeuner le soir, poum, il m'est arrivé fréquemment de tomber dans les pommes, comme on dit vulgairement, enfin d'avoir un malaise de fatigue, si vous voulez. Non, je préférais aller jouer sur des beaux instruments, même si c'était des pianos droits, de beaux pianos droits. Et puis je me suis amusé comme ça, et puis je suis descendu à la bibliothèque musicale du conservatoire. J'ai emprunté, sans jamais rendre, là, qu'est-ce que je suis vraiment, là, je suis coquin tout de même, je n'ai jamais rendu cette première partition que j'ai empruntée au conservatoire avec les polonaises de Chopin. Je les ai encore à la maison, quelques 40 ans, 50 ans après. Une fameuse partition. Oh, et j'ai appris comme ça une polonaise. Pouvez-vous imaginer, je ne savais même pas monter une gamme de ré, mi, fa, sol à peine. Je jouais des polonaises de Chopin avec des gros accords, tout ça. J'adorais ça. Jusqu'au jour où, voilà, le professeur de saxophone m'a surpris en train de jouer. Et quand je dis jouer, j'y allais de tout cœur, vraiment, avec toute ma force. Le pauvre piano subissait mes assauts. Il est resté quand même un peu interdit. Il s'est dit, mais mince, mais comment as-tu appris ça? Je dis, pour moi, vraiment, je n'avais aucune, enfin, je sais pas, enfin, aucune question. Je jouais, je mettais les mains n'importe comment, mais je jouais. Alors je dis, mais comme ça, alors discrètement, il a pris contact avec un vrai professeur de piano qui est venu m'auditionner. Et là, je dois dire que ça, je ne le raconte pas souvent. C'était un choc pour moi, parce que je revois encore la scène. Cette femme était très belle, pour moi, très belle. Elle avait un corsage beige, elle avait une jupe plissée bleu marine, et elle entrait, ça se voyait, elle était pianiste. Et pour moi, elle était pianiste, elle sait comment jouer ce qu'il faut faire au piano. J'étais mais en admiration devant cette femme. Et il se trouve que cette femme s'appelait, hélas, elle nous a quittés il n'y a pas très longtemps, s'appelait Suzy Bossard. Et Suzy Bossard était la mère d'une violoncelliste qui est devenue ma collègue sur scène pendant de nombreuses années, que peut-être vous connaissez, qui s'appelle Anne Gastinel. Absolument. Voilà, c'était la maman d'Anne Gastinel. Vous voyez, c'est une histoire de famille lyonnaise, je dirais. Pardon. Et j'ai commencé le piano avec elle. Les plus belles années de ma vie. Je veux dire, de découverte. Si vous voulez, de découverte du répertoire. Elle m'a disputé, elle m'a grondé, mais parfois méchamment, parce que je ne savais pas quoi. Je savais pas comment travailler, écouter, quoi faire, comment travailler une partition de piano. On a les deux mains qui jouent sur un clavier, chaque main joue des choses différentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut d'abord cultiver ce que fait la main gauche, bien sûr. Il faut cultiver les fondations d'une maison. La main gauche, c'est les fondations d'une œuvre. Alors, il fallait travailler la main gauche seule d'abord pour être sûr que les piliers soient au bon endroit. Après, travailler quelques difficultés de la main droite, mettre les mains... Je ne savais pas du tout. Je fonçais dans la partition, si vous voulez. Oh mon Dieu, elle m'a disputé plus d'une fois. Mais... je crois dire que j'ai jamais joué aussi bien de la musique et du piano que quand j'avais 14-15 ans et que j'étais son élève. Alors, dites-nous, est-ce que vous écoutiez beaucoup de disques à l'époque? Non.
Pas du tout. Non, non, nous Quels avions... étaient les héros musicaux de votre jeunesse? Écoutez, j'avais un vieil électrophone sur lequel je posais un disque qui était déjà complètement usé, un double disque 33 tours, vous savez, autrefois les 33 tours, et dedans j'avais des extraits de la symphonie inachevée de Schubert, le final de la 9e de Beethoven, j'avais le mouvement lent de la 3e symphonie de Brahms, j'avais le 40e de Mozart, vous voyez, les grands tubes qui je m'abreuvais de ça. Je n'avais pas de disque de piano, de toute façon. Vous savez, c'était la musique pour un milieu socialement pas très élevé, je dirais, enfin, dont les moyens sont très limités. Que voulez-vous, il y avait d'autres frais, d'autres achats à faire que d'acheter des disques pour l'enfant, hein. Donc, mais en revanche, chose qui a disparu, en tout cas en France, je ne sais pas si en Belgique c'est le cas, mais à l'époque, nous n'avions qu'une chaîne de télévision. Et pouvez-vous imaginer qu'à 17h, si je ne me trompe pas, oui, à 17h le dimanche, était diffusé un grand concert classique. Et on entendait, et je m'en souviens encore, j'ai entendu là le concerto de Schumann, et le concerto en fa mineur de Chopin, je crois, le concerto de Tchaïkovski pour violon, dans mon souvenir, ou de Brahms peut-être. On entendait des grandes œuvres. Je ne sais pas si ce serait imaginable aujourd'hui, à une heure d'écoute comme ça, un dimanche après-midi, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y avait un rassemblement inévitablement autour de cette chaîne de télévision unique qui diffusait, et là aussi étrangement, je revois cette femme pianiste jouer, faire l'introduction de ce concerto de Schumann, mi fa, do ré, da lam, pa lam, pa lam, pa lam, pa lam, plam, plam, avec une espèce d'héroïsme, de facilité merveilleuse, de facilité. Quelques années après, j'étais étudiant, stagiaire d'une académie de musique en France, à Annecy, en tant que saxophoniste, élève de Daniel Desfayet. J'étais pianiste parallèlement, n'est-ce pas? Et je prends une leçon de piano avec une femme qui donnait les cours de piano, qui était qui était aussi l'organisatrice de cette académie, de ce festival. La veille de mon premier cours avec cette femme, elle avait joué, elle avait donné un récital. J'étais dans la salle, et je vois la manière dont elle pose la main, dont elle fait... Ah, je dis, c'est celle que j'avais vue à la télévision. Et j'ai travaillé avec cette personne, Eliane Richepin, que vous avez nommée tout à l'heure. C'était un enchaînement de choses. Au fond, j'ai eu une chance inouïe. Oui, j'ai eu une très grande chance, même si on le paye par ailleurs. Enfin, je veux dire, bon, on n'avait pas d'argent. J'ai arrêté l'école traditionnelle très tôt parce qu'on avait besoin d'argent. Je donnais quelques cours. Après, j'ai été étudiant au Conservatoire de Paris. Il fallait payer les voyages. Mes parents se payaient, se saignaient aux quatre veines, si vous voulez, pour me permettre de travailler, de suivre mes études là-haut. Donc, voilà. Tout n'est pas toujours tout rose, mais je peux dire que quand même j'ai eu une chance inouïe parce que dès mon arrivée à Paris, bien que je n'avais pas très bien joué, je dois dire, pour le concours d'entrée en classe de piano au conservatoire, je n'avais pas très bien joué. J'ai raté une première fois, j'ai raté une deuxième fois, mais à l'occasion de cette deuxième fois, où j'avais joué des œuvres qui demandaient une certaine énergie, n'est-ce pas, des Chopin héroïques, la sonate appassionata de Beethoven, qui est aussi très contestataire, hein, très violente. J'avais 16 ans déjà, moi la violence, quand il fallait y aller, j'y allais, quoi.
un petit peu trop sûrement. Et je termine cette épreuve d'entrée au conservatoire. À peine sorti de la scène, je vois entrer une petite bonne femme, hein, 1m58, 1m60, avec des lunettes, son chignon, des yeux qui pétillaient comme ça. C'était Yvonne Messiaen, Yvonne Loriot. Oh, j'adore ce que vous faites, plein d'énergie, quel tempérament. Oh, bon, me dit-elle, ça cogne un peu, mais ça va s'arranger. Et de cette année-là, de ce moment-là, est née j'allais dire, une relation qui va bien au-delà de celle du rapport élève-professeur, élève-maître. Voilà, ça a été une chose tout à fait affectueuse qui a duré jusqu'au départ de Madame Loriot en 2010. Donc vous avez été son élève. Oui. Et selon vous, quel était le message principal qu'elle cherchait à transmettre à ses étudiants? Alors, Yvonne Loriot avait une chose tout à fait particulière à elle, c'est que tout d'abord, elle maîtrisait très très bien tout ce qui était le langage de la musique contemporaine, avec ce que cela implique comme modernité dans la manière même de jouer, de frapper les notes au piano. Elle n'hésitait pas à jouer avec le poing, les pouces debout, alors que la tradition veut que le pouce soit un doigt comme les autres, qu'on articule comme... Elle avait une technique de piano adaptée à ce répertoire contemporain. Et, sans complexe, si elle avait besoin d'utiliser ses doigtés modernes sur un Bach, un Chopin ou un Mozart, elle n'hésitait pas une seconde. Alors, ça pouvait être très déroutant, il faut bien le dire, mais ça avait quelque chose de très rafraîchissant. Comment vous dire? On sortait d'une espèce de chemin très cadré, n'est-ce pas? D'une éducation très classique et sévère, un peu, je dirais pas sclérosante, mais enfin, tout de même, qui avait tendance à, à mettre en avant la maîtrise plutôt que un épanchement ou un élan justifié par les musiques romantiques, par exemple. Non, c'est une espèce de maîtrise à la française, comme ça. Elle n'était pas comme ça du tout, hein, Yvonne Loriot. Donc, son enseignement avait quelque chose de rafraîchissant. Alors, après quelques années, on fait la part des choses, bien sûr. On essaye de faire la moyenne, de trouver son chemin. Elle était curieuse de tout, Yvonne Loriot. Elle avait un répertoire immense, elle était compositrice elle-même. On a découvert récemment ses œuvres qu'elle a écrites, qu'elle avait composées dans les années 50, 1950, des œuvres pour piano préparé, pour 2 pianos préparés. Vraiment la première compositrice française à écrire des œuvres comme ça après John Cage. Alors Roger, je vous propose à présent d'écouter Venezia e Napoli, Presto e Canzone Napolitana, 3e supplément de la 2e année de pèlerinage de Franz Liszt.
Vous êtes sur Radio Judaïka et vous écoutez Appassionato, votre rendez-vous musical. Venezia e Napoli, Presto e Canzone Napolitana. Troisième supplément de la deuxième année de pèlerinage de Franz Liszt, un extrait de l'intégrale des années de pèlerinage de Franz Liszt, donc dans l'interprétation de notre invité Roger Muraro, paraissant chez Alpha Classique. Alors dites-nous Roger, que sont les années de pèlerinage de Liszt? Oh, en quelques mots, comment dire? Les années de pèlerinage, c'est toute une vie. C'est toute une vie de Franz Liszt. Elles ont commencé à être... Les notes de Franz Liszt pour cette œuvre commencent dès 1834-35 à peu près, et le point final date de 1881. Vous imaginez 50 ans, voire pratiquement de production, d'œuvres qui témoignent des événements de sa vie. Voilà, donc les années de pèlerinage. D'ailleurs, on dit année, en fait, il s'agit plutôt de période de pèlerinage. Liszt, Franz Liszt, tout jeune, il avait, je crois, 22 ans à l'époque, tombe éperdument amoureux, et c'est réciproque d'ailleurs, de Marie Dagou, la comtesse Marie Dagou. Marie Dagou qui, de son nom, de son pseudonyme d'écrivaine, se faisait appeler Danielle Stern. Prénom masculin évidemment, n'est-ce pas? Comme le voulait l'époque. Une femme romancière, c'était une chose tout à fait... Enfin, qui était difficilement tolérée. Ils sont amoureux, elle-même était mariée au comte d'Agou. Les jeunes amants quittent Paris furtivement et s'installent près de Genève pour un temps. La passion, évolue. Marie Dagou est une femme extrêmement cultivée, extrêmement intelligente, beaucoup plus probablement que l'était Franz Liszt. Elle ouvre d'ailleurs tout un horizon d'expression culturelle. Elle permet à Franz Liszt de mieux contempler la nature, de mieux lire les poèmes, de mieux s'imprégner de toutes ces formes d'expression. Et c'est de cette confrontation avec ces éléments provoqués justement par Marie Dagou, que vont naître les premières notes de ces années de pèlerinage. Il ne s'agit pas de musique descriptive, évidemment, mais du ressenti, de l'émotion que Franz Liszt va ressentir face à ces spectacles. Alors, au bord d'une source devient un extrait de cette année La Suisse, justement où les amants résidaient. De cette bord d'une source jaillit un délicieux poème charmant d'une jeune femme auprès d'une eau vive avec le châtiment du soleil sur l'eau. Vous voyez, on est loin de la chute d'eau, si vous voulez. Vous voyez, c'est tout un climat que Franz Liszt arrive à traduire. Les années de pèlerinage vont évoluer. Après la Suisse, les amants partent en Italie. Là, c'est encore un festin pour l'œil. Des impressions extrêmement fortes par les poèmes de Pétrarque, de Dante, évidemment, et découvrant la Divine Comédie, les peintures, les sculptures des maîtres italiens. Tout cela va nourrir, n'est-ce pas, l'âme de Franz Liszt. Et là, dans ce deuxième livre, il va explorer des rapports entre musique et poésie très très profonds. Et bien, comment vous dire, l'œuvre en question, l'œuvre dans son entier est composée de différentes pièces. Chacune des pièces révèle un état d'âme. Chaque état d'âme n'est pas, je le répète, une description, mais un ressenti, une traduction de son émotion face à ses beautés artistiques, je dirais. Alors, vous voyez, l'œuvre a commencé alors que Liszt avait 25 ans, on va dire.
On arrive progressivement au milieu de sa vie. Vous imaginez bien qu'une œuvre est empreinte de cette expérience. Et après, hélas, la rupture avec Marie Dagout au milieu du siècle, je crois, c'est 1846 ou 48. Très exactement, je ne m'en souviens pas, mais c'est à peu près vers ces années-là. Il y a la rencontre avec cette princesse ukrainienne, hongroise plutôt, Caroline Sayn-Wittgenstein, qui elle aussi est une femme extrêmement cultivée, mais qui va pousser Franz Liszt à s'orienter vers un travail de composition plus profond que ce qu'il avait fait jusqu'à présent. Hein, que le temps qu'il y avait consacré jusqu'à présent. Parce que, bon, il ne faut pas l'oublier, Liszt était aussi un homme qui aimait la vie. Hein. Il aimait les femmes, il aimait la scène, il aimait jouer. C'était un homme extrêmement généreux. Il avait une virtuosité sans nom, mais cette virtuosité, évidemment, n'était pas une démonstration gratuite des singeries qu'il pouvait réaliser. Ça partait d'un jet, ça partait d'une flamme tout à fait extraordinaire, qui lui permettait de réaliser des trucs que les autres ne réalisaient pas. Il a rendu jaloux, évidemment, certaines femmes, mais surtout les pianistes de l'époque. Il était cependant, il est resté très ami avec Chopin, et je dois dire que le poème qu'il a écrit au moment de la mort de Chopin est bouleversant. Je veux dire, Franz Liszt, là, a fait un geste, enfin, il faut lire d'ailleurs cet hommage qu'il lui rend, et cet hommage est d'autant mieux rendu par la pièce qu'il a composée, Funérailles, justement, où il y a carrément des citations à la manière de Chopin dans cette œuvre. Voilà. Donc, ça, c'était pour retracer un peu le caractère de ce Franz Liszt, jusqu'au moment où justement, Sayn-Wittgenstein l'amène à réfléchir plus profondément aux questions essentielles, la religion, la présence de Dieu dans la vie, le pourquoi, le comment, enfin, quelques années vont passer et Liszt va composer ce 3e livre des années de pèlerinage, peut-être le plus sombre, le plus méditatif et le plus étrange, parce qu'il est totalement tourné vers la modernité de la composition en musique. Et sans rentrer trop dans les détails, mais si vous voulez, les compositeurs modernes qu'on connaît de l'époque, à la fin du 19e et 20e, que ce soit Debussy, Schoenberg, que ce soit... on sent là une hérédité, je dirais, de Franz Liszt. Je ne parle même pas de Wagner, évidemment. Hein. On sait que les liens qui ont attaché Liszt et Wagner, enfin voilà. Cette œuvre, c'est la vie de Franz Liszt au complet, avec ses moments de joie, les moments, vous savez, dans la pure tradition du romantisme, où l'homme s'identifie à la nature, il en est une partie intégrante, il n'en est pas seulement le spectateur, mais il sait qu'il est une des cellules du cosmos, si vous voulez. Ça, les œuvres d'art, c'est tout ça qui transparaît qui vibre plutôt dans ces années de pèlerinage. Et je dois dire que dans toute la production lisztienne, cette œuvre a quelque chose de particulièrement sensible et, je dirais, intime. C'est très étrange de dire intimité en parlant de la musique de Franz Liszt, mais c'est pourtant vrai. Il y a beaucoup de pièces méditatives dans ce qu'il a écrit, des questionnements profonds qui le concernent lui. Et je dois dire qu'en travaillant moi-même ces œuvres-là, ces questions m'ont beaucoup interpellé. Hein. Déjà, je suis à un âge où je peux me permettre de regarder l'œuvre de jeunesse de Franz Liszt et celle de sa vieillesse, et de voir le parcours et de vouloir m'identifier à ce parcours et de refaire un peu le mien, au fond.
Enfin, évidemment, la comparaison, je demande aux auditrices, auditeurs de comprendre le sens, mais voilà. Mais tout de même, il y a un peu de ça. Il y a un peu de Alors ça. comment décide-t-on, comment apprend-on l'enregistrement d'une œuvre aussi conséquente? Oh là, c'est un effet du hasard que je me suis plongé dans cette œuvre-là parce que j'en avais joué dans ma jeunesse un extrait ou deux. Bon, voilà. J'ai voulu compléter par curiosité. Puis, de fil en aiguille, j'ai dit, mais pourquoi c'est idiot au fond. Les années de pèlerinage, c'est un corpus d'œuvres plus belles les unes que les autres, avec ces grands sommets très célèbres, d'autres pas du tout, du tout, du tout connus. Mais vous savez, entre ces sommets, entre ces montagnes, il y a cette petite vallée douce et tellement fraîche. Et puis, et sur la montagne, il y a une petite fleur, tout ça. Vous voyez, ça met en relief les unes par rapport aux autres. Les pièces se valorisent, je dirais. Et bien, à tel point qu'aujourd'hui, et ça, je le dis à chaque fois que le sujet est abordé, j'ai beaucoup de mal, je refuse même de jouer un extrait des années de pèlerinage. Les années de pèlerinage, donc, ce sont 3 années, 3 cahiers. Jouer un extrait d'un cahier, c'est beau, oui, bien sûr, mais ça n'offre pas beaucoup, beaucoup d'intérêt. En revanche, jouer cet extrait avec tous les autres qui l'entourent, ah là, il y a une architecture qui se déploie. Il y a un discours, il y a un parcours, il y a un pèlerinage avec ces stations. Il ne s'agit pas d'un voyage, d'un pèlerinage. On se rend quelque part pour voir, pour s'y arrêter, pour méditer, pour faire ceci, pour faire cela. Et c'est un pèlerinage. Je crois vraiment qu'il faut en jouer un livre entier, 2 livres entiers, voire même l'intégrale, pour en ressentir mieux toute sa valeur. Alors Roger, il est de tradition dans notre Appassionato de vous offrir le libre choix de nous faire écouter un enregistrement que vous aimez. Qu'aimeriez-vous nous faire entendre? Écoutez, il se trouve que il y a peu de temps, à la radio française France Musique, j'ai été chargé de produire, je dirais, une émission sur des compositeurs et moi-même autour du piano, donnant mon avis, mes explications, mes doutes, mes craintes, enfin mes choix à faire. Et j'ai découvert Granados, que je connaissais très mal, Enrique Granados. Je travaillais quelques pièces pour piano de ce compositeur. Très difficile à capter puisque ce compositeur écrit avec des mouvements extrêmement chaloupés, c'est très passionné, ralentissez, accélérez, suspendre tristement, avec fougue, enfin bon, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. D'une mesure à l'autre, on n'arrête pas de changer. Je dis, oh mais mince, alors c'est comment je... Et très étrangement, ces extraits au piano, qui étaient tirés de la suite Goyescas pour piano, bien sûr, eh bien, je les ai entendus dans la version première qui était l'opéra de Granados, Goyescas de Granados. Et j'ai été frappé du langage de ce compositeur espagnol, et je mettrai au défi dans les 20 ou 30 premières secondes à l'écoute de ce que je vous propose de diffuser aujourd'hui, de savoir si c'est vraiment Granados qui l'a écrit ou si c'est plutôt un autre compositeur allemand dont je tairai le nom que je vous laisserai deviner. Alors on écoute cet extrait maintenant.
Nous venons d'écouter l'introduction L'amour est mort du deuxième acte de Goyescas dans la version de Victoria de Los Angeles. Il s'agissait du choix de notre invité, Roger Muraro. Votre rendez-vous musical appassionato touche ainsi à sa fin. Merci beaucoup, Roger Muraro, d'avoir accepté beaucoup de notre votre invitation. aussi. Merci à Clément Villansen d'avoir assuré la technique de cette émission. N'oubliez pas qu'Appassionato est diffusé sur les ondes et le site de Radio Judaïka les lundis à 13h, les mercredis à 14h et les dimanches à 9h. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.